Gueule. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Qu'est-ce que tu préfères en termes de positionnement ? Ici, Okay. Ici c'est très bien comme ça. Ouais, moi je suis bien. Ça fait un peu un cadre, j'ai l'impression qu'on va parler politique avec El Kabash, mais pas de problème. Il y a un truc un peu Tu communiste crois à l'ancienne. que les communistes y mettent des fraises tagada? Non, bah évidemment. Il y a une- Mais après, si Staline il avait vécu de nos jours, c'est sûr il aurait mangé des Kinder Bueno. Hein. C'est sûr. Alors, il faut dire la vérité aux gens quand même. On était en haut, parce que le studio est en bas. Au-dessus, il y a un petit salon. On commençait à prendre un petit thé et tout. Et j'ai dit stop, viens, on arrête de parler. Ouais. T'as pas besoin de mettre Bah, le c'est tant casque, mieux. ouais. Ça, c'est les réflexes France Inter, hein. Voilà. Et voilà, j'ai dit stop, on s'est vu, direct on parle. Bah oui. Bah c'est mieux parce Du que... game. Ouais. Bah ouais. Mais de toute façon, quand t'es dans ce taf-là, qu'est-ce que tu veux parler d'autre, en fait, hein, C'est ça. Et je me suis dit non, on arrête de se parler, on descend tout de suite, parce que sinon on n'aura plus rien à se dire. On s'est dit, voilà. Ce qui est faux, en vrai. Hein, mais bon. Ouais, ouais. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, le plaisir, le grand kiff de recevoir un stand-upper, un compositeur, un auteur, un chanteur. Dedo, mesdames et messieurs, Dedo. Bah enchanté, hein, mesdames et messieurs, que je vois pas, mais Voilà. je suis très content d'être devant vous. Ça me fait plaisir de te Auditivement voir. parlant. Moi aussi. Pourquoi ça me fait plaisir ? Parce que Dedo, j'ai grandi avec lui, artistiquement en fait. Ça veut dire on a fait nos classes, nos premières scènes ensemble. Putain, on en a fait des scènes. Oh bah oui, là. Oh là là, et on a passé des moments heureux, douloureux ensemble. Ouais, on a appris le game, on peut dire ça, Dedo. Ah ouais, on a ouais, appris ouais. le game ensemble. On l'a appris à la dure, à l'ancienne, dans le sens où maintenant c'est vrai que dans le stand-up, en tout cas à Paris, mais un peu partout maintenant, de plus en plus dans l'Hexagone, il y a des comédie clubs qui s'ouvrent, où tu as des possibilités de pouvoir jouer, de tester, de t'entraîner, de faire du sac de frappe, quoi. Et nous, en fait, quand on a démarré avec la troupe du Jamel Comedy Club, bah notre sac de frappe, c'était une salle en bas où en fait on jouait nos passages devant les autres personnes de la troupe. Oui. Ce qui est quand même pas simple, parce que c'est pas le même contexte que jouer devant un public. Je Tu vois. dirais même plus, j'ai le souvenir d'avoir joué devant Kader Aoun et Jamel dans son bureau en bas. Ouais, on l'a déjà fait aussi, ouais. C'est très dur, ça. Ah bah quand même. oui, là c'est vraiment le test ultime, quoi. T'es vraiment, si en plus vous trouvez pas ça même un tout petit peu marrant, ça va pas être sonore, Mon cette Dieu. histoire. Ouais. Mais tu sais, moi j'avais fait mes premières auditions il y a longtemps. Moi, mes toutes premières auditions, je les avais faites quand j'avais 19 piges, à l'époque du Point Virgule et des Blancs Manteaux. Donc c'est des cafés-théâtres assez mythiques. Ah, il y avait Antoinette déjà, c'était Antoinette qui faisait ça Est-ce au que point c'était virgule déjà Antoinette ? Je crois bien, ouais. Ouais. Parce qu'à un moment, d'ailleurs, j'ai refait une exceptionnelle de mon nouveau spectacle là en juillet, et on s'est recroisés et on s'est vu il y a longtemps, hein. Et elle m'a dit ouais, c'est vrai. Et du coup, j'étais là, à part les 30 points ou les auditions que j'ai pu faire, ça remonte à ça, quoi. Donc ça remonte à une époque où effectivement, c'était une audition par mois, c'était la guerre pour pouvoir y être. Et en plus, une fois que tu y étais, tu jouais donc devant les directeurs ou les directrices de théâtre et les gens qui passaient les auditions. Sec, quoi. Comme Sec. ça. Et moi, pour avoir fait l'expérience plusieurs fois, les gens riaient pas trop parce qu'ils disaient si je ris trop, il va être pris, moi je vais pas être pris. Donc c'était une espèce de sale guerre vraiment horrible où tu te disais bon, on verra bien, quoi. Donc c'est Et pas est-ce simple. que tu te rappelles de la première fois qu'on s'est vus tous les deux ? Oui. Je sais que c'était au Jamel, mais Oui. la première fois qu'on s'est fait la bise, Eh ben oui. je t'ai dit enchanté, Oui, Amel. oui. C'était, si je dis pas de bêtises, au Café de Flore. La première réunion qu'on a. Tu te souviens ou pas ? Putain, c'est chic, hein. Au Ouais. Café de Flore. Je le crois que fameux- c'était je crois bien. En fait, alors tu vas peut-être me dire c'est un autre endroit, mais pour moi c'était là. Et c'était la toute première réunion qu'on avait faite où on avait tous les gens de la troupe. Je sais pas si tu te souviens, il y avait Tomer aussi. Il y avait tous les gens qui devaient participer à l'émission. Ah. Et en fait, Jamel et Kader nous présentaient un peu ce qu'allait devenir le projet. Et à l'époque même, ils disaient on n'est pas encore sûr, ce sera au Canal ou M6. Ah, Je me donc- souviens de ça. Et ils avaient pas auditionné, ouais, un peu, comme ça, un peu tout le monde. Et c'était le jour où on se rencontrait tous, finalement. Ouais. Ah ouais, Ouais, incroyable. on a été repérés. Et encore, moi, c'est encore différent. Kader disait à l'époque, lui, je l'ai trouvé par terre à la Fnac. Je sais pas si tu te souviens. Oui, Ce qui est parce vrai. que ce qui est vrai. Et l'autre bande, c'était Barre de Rire, où on était Ouais. là une dizaine. On avait notre troupe et Ouais, tout. parce qu'il y avait qui ? Il y avait Samy, Thomas, Yacine, Il y Fred. avait alors Yacine Bellous, Samy, le comte de Boudherbala, Boudherbala, ouais. Thomas Njijol, Fabrice Eboué. Ouais, une grosse partie de la une troupe. grosse hein. partie, ouais. Qu'est-ce que c'est chic. Bah, je crois bien, hein, s'il y a des gens de la troupe qui nous écoutent, corrigeront. Mais dans mon souvenir, c'était là, ouais. Et on avait bouffé là. Et c'est vrai que c'était assez particulier parce que
Il y en a qui se connaissaient, mais d'autres pas du tout. Vous, avec le collectif Barre de Rire, vous aviez des affinités parce que vous y avez déjà joué ensemble. Moi, j'arrivais et tu sentais que... Mais toi, t'étais seul. J'étais seul tout. Moi, je connaissais vraiment personne pour le coup. Surtout qu'à l'époque, la démocratisation du stand-up, elle n'existe pas quand ça démarre, nous, quoi. Ils nous disent juste, nous, on a envie de faire une émission où il y a du stand-up. Et nous, on est là, parce que c'est compliqué. Dès que tu dis stand-up, quand tu passes des auditions, les gens, ils bégayent. Donc, vas-y, on y va. Je me rappelle d'une audition, justement, au Trempoint. Ouais. C'était au point virgule, où je demande un micro pour faire mes 10 minutes. Et la meuf, je ne sais plus qui c'était, elle me dit « Il faut enlever ce micro. C'est ridicule, la salle est tout petite. » Je lui dis « Je sais que c'est ridicule, on m'entend. Mais c'est le style, c'est le mood, c'est le truc. » Elle me dit « Enfin. » Oui, mais après, c'est des écoles un peu à l'ancienne. Et il faut dire que le stand-up à l'époque en France, même s'il y en a qui ont fait du stand-up bien avant, Desproges, c'était aussi du stand-up. Bedos faisait des chroniques politiques, mais c'était aussi du stand-up sur scène quelque part. Et même Coluche, quand il sortait du prisme du personnage. Mais c'était un truc qui était pas très intégré. Tu vois, le Comedy Cellar, c'est un comedy club à New York. C'est tout petit. Il y a combien de places là-bas? Je sais pas, 30? J'aurais dire 50 max. Voilà. Quand tu blindes. Tu peux parler à cappella, mais il y a ce micro. Mais parce que c'est pas... Il faut que les gens comprennent aussi que c'est pas juste un artifice et un moyen de se la raconter. Ça veut dire quelque chose. Quand t'as un micro dans la main, dans l'inconscient collectif des gens, soit t'es un chanteur, soit t'es quelqu'un qui va avoir une prise de parole. Ça a un sens. Et effectivement, du coup, avec cet accessoire-là, tu imposes le fait que tu vas parler aux gens et que tu vas avoir un discours. Et en plus, il n'y a pas que ça, dans le sens où quand tu as un micro, tu peux jouer avec, tu peux moduler, tu peux faire des sons, tu peux faire des variations, tu peux jouer sur des personnages et des intonations, et ça a un sens. Alors que quand tu projettes, comme au théâtre, tu peux pas le faire, parce que sinon les gens vont pas forcément t'entendre pour le fond. Et peut-être que c'est une culture, comme tu dis, aux États-Unis, ils le font depuis qu'ils sont petits peu. Oh là, j'ai dit petit peu, guys. Allez. Depuis qu'ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits, tu vois, dans tous les films qu'on voit un peu anglo-saxons, le fameux discours du mariage, par exemple. Ouais, carrément. Tu vois, avec ce fameux micro et des punchs à chaque fois. Ouais. Des petites blagues, donc c'est une culture. C'est une culture, et c'est vrai que je pense que d'autant plus aux États-Unis, ils ont l'habitude de ça, et donc par la force des choses, ils savent que même quand tu fais un discours, t'es pas obligé d'être chiant. Tu peux être aussi marrant tout en ayant du fond et du propos. Au contraire, les rires que tu peux avoir sur des punchlines, ça va être des respirations et ça va donner encore plus de force à ce que tu vas dire. Et quelque part, pour moi, le stand-up, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, que la base, c'est d'être drôle et d'essayer de faire marrer les gens, mais c'est aussi d'avoir des idées et un discours pour potentiellement les faire réfléchir. Et comme n'importe quel discours, si en plus t'arrives à rendre tes idées marrantes, elles vont rentrer d'autant plus facilement. Donc c'est une force. Et pour revenir un petit peu au Jamel Comedy Club, au Café de Flore, etc., là je suis en train de me rendre compte, je me dis, comme je connaissais déjà moi les 10, ceux de Barre de Rire, qui est devenu après le Jamel Comedy Club, je suis en train de me poser la question tout de suite. Ça a été ton intégration? C'était cool ou Parce que pour moi, c'est fluide. Ça a été très fluide. Moi c'est ce que je disais. Il y avait des caractères. Évidemment. De toute façon, les gens sont bien conscients. Quand tu fais de la scène, quelque part, t'as de l'ego. Sinon, tu montes pas déjà. Sinon, tu prends pas tous ces coups dans la gueule réguliers. Donc là, tu confrontes une douzaine, parce qu'on était ça, à peu près une douzaine d'égos. Et des Blanche Gardin, et des Fabrice Eboué. C'est pas simple, hein. Trouver ta place là-dedans. Exactement. Et du coup, ça a été le plus compliqué, je pense, de l'extérieur, en tout cas, quand ils ont voulu monter cette troupe, de se dire comment on va faire coexister tous ces égos-là dans la bonne entente et pour que ce soit en plus patate artistiquement. Écoute, c'est une sorte de miracle, hein, j'ai l'impression, mais moi, en tout cas, et j'ai l'impression que ça a été pareil pour tous les gens de la troupe, on a tous eu cette sensation de ça se passe super bien, on forme une sorte de famille artistique, personne tire la couverture trop à soi et on essaye de collaborer, quoi. C'est incroyable. Et tu sais, je me rappelle que Kader Aoun, je lui avais dit ouais, mais pourquoi on prend pas par exemple ce comédien, il a l'air très bien, il dit non, il me faut dans cette troupe pour que ça dure que des gens bien élevés. Ça a résonné dans ma tête, j'ai dit mais il ne connaît pas ce gars. Comment déjà il sait qu'on est bien élevé ou pas? Mais je pense qu'il a eu le flair aussi. Je pense qu'il a cette capacité-là justement de voir un petit peu l'intérieur, en tout cas, de se dire bon, cette personne-là, à mon avis, de toute façon, si tu la fais bosser avec une autre, ça va bien se passer. Et c'est vrai que c'est un équilibre hyper précaire, ce genre de délire, parce que si à un moment ça se passe mal, ça peut imploser au vol. Et derrière, nous, on savait pas exactement ce qu'allait devenir ce truc-là, mais on a quand même bossé quasiment 5 ans ensemble sur des projets, quoi. 5 ans et parce que Inside c'était tout le temps, tous les jours, tout le temps quoi. Et effectivement, je parle en anglais aussi. Bien sûr, non mais moi je me rends compte du niveau de cette émission, quoi. C'est incroyable. Ah ouais.
Non, mais c'est ouf qu'on ait tenu aussi longtemps. Et ça nous fait... moi, ça me rappelle l'équipe du Splendide. J'ai bossé avec Josiane Basco. Oui. Et c'est un peu pareil, tu vois. Ouais. On ne traîne pas forcément ensemble, mais elle a gardé avec tous des liens. Évidemment, et encore, eux, c'est différent parce qu'ils sont tous connus pour la plupart quasiment au lycée, si je dis pas de bêtises. Donc, l'intégration, elle se fait naturellement. Là, c'est vrai qu'on essayait de faire rentrer des ronds dans des triangles par moment, quoi. À un moment, on était malléable, ça s'est bien passé, on est tous devenus des carrés, quoi, et c'est plutôt cool. Après, moi, je t'avoue que mon intégration, elle a été d'autant plus facilitée parce que, avec Yacine Bellous, voilà. Il y avait dans ce groupe-là, des petites affinités. Mais comme en cours, quoi. Toi avec Yacine, Dedo avec Yacine Bellous. Toi avec Noum. Avec Noum Diawara. Et avec Fabrice Eboué qui l'eût cru, hein, vraiment. Ça a été très poussé comme affinité. Ah ouais, c'est une affinité qui a été un peu plus prolongée, quoi. Mais tu sais qu'au début, on pouvait pas se dicave. Mais c'est normal, mais c'est le principe de tous les couples, j'ai l'impression, quoi. Il y a un moment gars-là, et il lui disait, mais c'est quoi celle-là? Et comme quoi, tu vois, non, c'était super. Et dis-moi, quelle a été la plus grande dinguerie pour toi sur scène? Un truc peut-être, d'abord, on va faire 2 dingueries. Okay. Une un peu ouf. Ouais. Imprévu, un truc... parce que nous, il nous arrivait des choses. Là, mais mais t'en as peut-être déjà parlé dans les émissions, je sais plus, mais c'est vrai qu'on a vécu des moments incroyables. Moi, j'ai un souvenir hyper fort, avec la troupe, je parle, au Cirque Royal de Bruxelles, où vraiment tout le monde flottait, quoi. Tout cartonnait. Je matais des coulisses et je me disais, mais soit vraiment on a tous pris de la cocaïne volatile dans l'air, parce que je capte pas à quel point tout explose et tout est bien. Tout était bien. Vraiment, tout était incroyable. Tous les passages cartonnaient, les gens comprenaient tout. C'est-à-dire que, en plus, on avait tous des univers assez différents. J'aime pas ce mot. On avait tous une couleur assez différente. Oui, et selon où on allait... Ça prenait plus ou moins bien. Pour l'un ou pour l'autre. Il y a des gens qui étaient un peu plus dans un truc brut, je sais pas moi, sur l'actu ou sur d'où ils viennent, par exemple. Tu parles de tes racines. Et puis, t'avais des gens qui étaient un peu plus, comme Yacine, par exemple, dans le surréalisme ou l'absurde. Ouais. Moi, je l'ai amené au fur et à mesure aussi. Et forcément, ça passe plus ou moins bien d'un public à l'autre. Et là, tout prenait. Les punchs, le storytelling, l'absurde, n'importe quoi. Tout était d'accord. Et je me souviens d'autant plus de ce délire-là. J'en reparlais l'autre fois, justement, avec Yacine. C'est ce spectacle-là où j'ai compris quelque chose. J'ai compris un truc, j'ai eu un déclic sur scène, où en sortant, je me suis dit, alors je savais pas ce que j'avais compris, mais en fait, j'avais lâché prise sur des trucs et j'avais perdu une certaine mécanique que tu peux avoir tu sais, au bout d'un moment, tu l'as joué 80, je sais plus, on l'avait joué tellement de fois. On bossait nos passages pour les émissions qu'on enregistrait en juillet. Donc, en fait, on les verrouillait. Au bout d'un moment, on avait tous à peu près 6 ou 7 minutes de passage à jouer dans la première saison du Jamel Comedy Club. Oui, c'était chronométré. On pouvait... Bon, moi, après, j'avais fait plus long. C'est une autre histoire. Et parce que je fais tout le temps plus long pour les gens qui ne savent pas. Je suis détesté dans ce milieu à cause de ça, toute proportion gardée. Et donc, je sais pas, à un moment, sur scène, j'ai lâché prise sur des trucs et je sentais que les mots sortaient différemment et que il y avait une sorte de lâcher prise de se dire, là, je parle, je suis plus en train d'espérer que ça se passe bien. Après, comme pour ceux qui font ou qui font pas de stand-up, dans ton parcours, il y a plein de moments où tu as l'impression de comprendre des trucs, tu te rends compte que tu n'as rien compris, après tu recomprends, après tu dis non mais en fait j'y arriverai jamais. Dedo, j'en peux plus. Mais c'est horrible. J'en peux plus. C'est horrible et génial à la fois. C'est ce dont on se parlait au-dessus, là dans le petit salon au-dessus. On est à la quête de nous, du vrai nous en fait sur scène. Voilà mesdames et messieurs ce qu'on recherche. Plus fort que les blagues, c'est être comme on est là tout de suite là dans la vie, sur scène. Ça fait 3 ans là que je recherche ce truc-là. Je l'ai un peu de temps en temps, mais après ça s'échappe et ça revient. C'est compliqué parce que le stand-up, c'est vraiment une espèce de, sans faire le mec chelou, mais c'est une espèce de quête spirituelle au bout d'un moment d'aller au plus profond de ce que tu peux être et d'être le plus sincère possible avec des gens que tu connais pas et que tu reverras pas dans toute ta vie logiquement quoi. Tu parles 1 heure à des gens, t'es censé les intéresser au maximum et en fait ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. C'est très très compliqué. Alors moi j'ai pris une petite leçon de stand-up avec Clémence, la productrice de Dinguerie Room. On est allé voir Dave Chappelle. Ouais. Le dernier là. Le dernier, je voulais y aller, mais c'était quand même plus de 2 millions d'euros la place. J'ai dit non, pas ce coup-ci, Dave. On connaît les entrées. On a des petits dos. J'étais allé on est passé par les cuisines. Ah voilà.
On connaît Neil Brennan. Voilà. Non, on s'est fait un vrai kiff. Franchement, on s'est dit, allez, on se fait un kiff. Est-ce que, je te coupe 2 secondes, est-ce que tu avais fait la précédente fois où il était venu sur Paris ? Non, du tout. Donc je sais, c'était pour comparer les matériels, non, donc je sais pas. Et c'est vrai que, bon, le spectacle était cool, c'était un vrai spectacle, parce que c'était très cher, effectivement. Je crois que c'était 130 €, un truc comme ça, ce qui est très cher. À Paris, du moins en France, parce qu'aux États-Unis, je crois que c'est un peu les tarifs, c'est ça ? Je sais pas, ça dépend. En fait, ça dépend où tu joues et tout. Ouais. Mais c'est vrai que là, les premiers prix, en tout cas, étaient dans ces eaux-là. Cher. C'est quand même un peu rush. C'était cher. Bon, nous, on a un peu travaillé, voilà. on a plus de 40 ans. Si on peut plus s'acheter une petite place par an, un peu chic, tu vois. En revanche, j'ai pris une vraie leçon de comment il est à l'aise, le gars. Alors, tu peux pas il est à l'aise. Après, les blagues, t'aimes ou t'aimes pas, tu gauleries pas. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est ça. La détente. C'est la détente totale. Mais et les silences, il s'en fout. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Chappelle, c'est encore plus impressionnant. Chappelle, il a commencé à 16 piges, comme d'autres, comme Eddie Murphy, sauf qu'Eddie Murphy, il a arrêté. Chappelle, il a jamais arrêté. Il a joué toute sa life, même quand il a arrêté 10 piges, qu'il est parti en Afrique, il continuait certainement de faire des scènes. Le mec joue tout le temps. Donc, à un moment... Tu te dis, à force depuis 16 piges, à un moment, la scène, c'est plus du tout... c'est plus de la scène. Il a désacralise de fou. Complètement. C'est-à-dire qu'il est plus en train de se dire ce soir, j'ai une scène et tout. Il se dit, ce soir, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. C'est ma vie, quoi. Donc, évidemment que cette détente-là, du coup, elle est cohérente et tu peux pas lutter contre ça. C'est impressionnant. C'est incroyable, c'est incroyable. Pour moi, les mecs les plus détendus sur scène que j'ai jamais vus de tout temps, c'est en un Pryor. Pryor, c'est imbattable. Pryor, vraiment... Alors, c'est Richard Pryor. Richard Pryor, pardon, ouais. Qui a commencé, c'est dans les années 70, 80, qui a eu des illuminations aussi, parce que Richard Pryor était très fan de Bill Cosby. Au tout début, au départ, avant qu'il viole des gens. Non, il devait déjà les violer, je pense, de toute façon. Et en fait, là, on peut pas esquiver cette affaire, Bill. Et donc, il était très fan, donc il avait un delivery, une façon de parler qui était presque calquée sur comment parlait Bill Cosby. Et pour de vrai, ça, il l'a raconté lui-même. Ouais. Et après, un jour, il jouait à Vegas, et donc il avait une espèce de routine qu'il répétait tout le temps et tout. Et un jour, sur scène, vraiment, il a cette révélation de se dire, mais c'est pas moi, je suis en train de... Il a trouvé ce qu'on cherche. Exactement. Et à un moment, sur scène... Je sais pas, parce que c'est un génie aussi, Pryor. Et Pryor, en plus, il a entre guillemets, l'avantage qui en est pas un du tout, mais il a eu une vie tellement compliquée. Il était drogué, sa mère, c'était une timpe. Vraiment, il a été élevé dans un bordel. Oui. Bah non, ne soyez pas choqués, vraiment, c'est la vraie vie. C'est lui qui l'a dit. Donc sa vie était tellement une péripatéticienne pour les gens qui ne préfèrent pas ce terme un petit peu galvaudé. Donc il a une vie compliquée qui l'a rendu marrant de base. Je veux dire, à un moment, soit tu te flingues, soit tu fais de ça une force. Donc en plus, le mec est talentueux derrière. Et sur scène, à un moment, à Vegas, il est là, mais c'est pas moi. Et il le dit, il dit, écoutez, il se barre pendant le set. Et de là, il a creusé ce qui allait devenir lui. Et c'est vraiment parti de ça, quoi. Et lui, sur scène, c'est incroyable. C'est vraiment... c'est une détente phénoménale, comme Chappelle. Et est-ce que toi, t'as trouvé ton real ? Je tends de plus en plus à le trouver, dans le sens où plus ça va, plus j'arrive à être... Alors, c'est toujours pareil, si on doit être en termes de pourcentage, c'est une vie. Mais je sais pas, peut-être à 70, 80% de ce que je suis sur scène. C'est déjà pas mal, tu vois. Je pense que de toute façon, tu deviens vraiment un tueur en stand-up quand t'as 40 ans de stand-up, tu vois. Donc on est encore, même si ça fait 15-20 piges, on est encore, mine de rien, on est des petits. On est encore des petits, donc ça veut dire on peut encore progresser. Enfin, c'est mon point de vue à moi. Mais c'est génial comme point de vue. Ça veut dire que, je le dis souvent dans le podcast, mais qu'on va continuer à le faire, qu'on peut continuer à le faire. C'est le but. Parce que toi, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. Moi, si je dois prioriser des choses, si on me dit, tu peux faire un truc toute ta vie, ça sera cool, et tu dois occulter le reste, je choisis le stand-up. C'est sûr. Same. C'est sûr, parce que c'est la réactivité du moment, tu vis un moment live, quoi. Donc vraiment, tu balances une idée que t'as trouvée il y a pas longtemps, les gens la comprennent, ça rit, cette transmission, ça n'a aucun équivalent. Les tournages, c'est cool, tout ce que tu veux, mais il y a pas ce truc de magie, quoi. Il y a pas ça. Et alors, une dinguerie qui t'est arrivé, donc là c'était la dinguerie où c'était un moment de grâce ce dont tu nous as parlé. C'était un vrai moment de grâce pour toi et collectif en fait. En plus. Vraiment, j'ai l'impression. Et là une dinguerie un peu chelou, quoi. Un truc qui était pas. Il y en a tellement, mais on va dire la plus simple et celle qui m'a quasiment, ou quand j'ai démarré, tu te souviens certainement, mais quand on a été pris dans la troupe, on a tous fait à un moment. Jamel était en tournée sur 100% de Booze et on a fait sa première partie.
Tu te souviens de ça? Dans des grosses salles. Ouais. Il voulait nous tester sur des jauges de 4000 personnes. Exactement. Des zéniths même. Il y a eu des zéniths, il y a eu un peu de tout, de toute façon. Et donc, à un moment, très vite, en fait, 2 mois après qu'on se soit rencontrés, une fois qu'on avait dit, OK, vous faites partie de la troupe, on faisait la première partie. Et moi, je fais la première partie de Jamel au Creusot, près de Dijon. Au Creusot. Au Creuson, ça me dit Creuson. Creusot. Pour les Creusotins, j'imagine. C'est tout près de Dijon. OK. Et comme d'hab, Jamel arrive avec 4 jours de retard sur scène, quoi. Voilà. Donc, les gens sont chauffés à fond. Et il faut savoir que cette soirée-là, tout particulière, le Creusot, en fait, t'avais un public qui était massivement composé des 2 cités du coin. Donc, il était vraiment là pour Jamel. Il voulait Jamel. Tu vois, il voulait pas... il voulait même si ça avait été Karim Debbouze, ça aurait pas été suffisant. Il voulait Jamel Debbouze. Donc ils arrivent à la bourre. Enfin, vraiment, Jamel est arrivé avec 2 heures de retard, si je dis pas de conneries. Ils sont chauffés à bloc. Ils t'envoient, ils te disent. Et il m'envoie. Il est là. Hey, j'ai pas encore. Attendez, je suis pas là. J'ai pas fini de mettre mon slip, mais en attendant une première partie, faites du bruit pour Tedo. Et moi, j'arrive sur scène en tant que cette personne que tu as devant toi, c'est-à-dire un gars habillé en noir avec des cheveux longs que personne ne connaît. Pas du tout les codes. Et pas du tout les codes de Jamel Debbouze déjà. Et ils ont tout de suite rendu compte que c'était pas Jamel Debbouze. Donc. Moi, à ce moment-là, tu comprends que ça va être... Ah bah, ils me le font comprendre, parce que en fait, quand je mets 2 pieds sur scène et que mon visage apparaît, je me fais huer par 1000 personnes. Voilà, il y avait 1000 personnes dans la salle, et j'entends comme « Ah, non, les gars, on veut pas !» Et vraiment, j'arrive au mitard jusqu'au centre. Et vraiment, comme dans les films, j'ai revu des Rocky il y a pas longtemps. Tu vois les scènes au ralenti, la même chose. C'est-à-dire que 4 pas durent 7 ans au Tibet. Et je marche comme ça jusqu'au milieu en me disant, bah dis donc, ça a l'air bien le stand-up. Quand tu joues devant des gens. Et pour de vrai, je ne sais pas quoi faire parce que ça ne s'arrête pas. Et en fait, j'ai les bras là, je monte le micro à ma bouche. Et le premier truc qui est sorti, c'est la vérité la plus pure et la plus désemparée de dire, mais j'ai encore rien dit. Juste ça. Juste de dire, mais j'ai encore rien dit. Comment je peux recevoir autant de haine massive alors que rien n'est sorti de ma bouche. Parce que t'es pas Jamel Debbouze, fils de putain, dégage. Bon, je rentre en automatique, je fais mon truc. Tu dis, je fais mon truc. Et pour de vrai, je m'entends même pas dans les retours. Tellement ça braille dans tous les sens. Wow. Et je pars en automatique sur... Et le pire... Putain, mais c'est vrai, j'avais oublié. Le pire, c'est qu'en vrai, pendant le passage, j'ai une fausse sortie. C'est-à-dire que j'arrive et je voulais dire, ouais, voilà, c'est un moment très particulier pour moi. Je suis hyper touché que Jamel Debbouze m'ait choisi en première partie. Donc, j'ai envie de garder ce moment le plus fort possible. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Tu vois, une fausse sortie de, ok, c'était cool, merci. Sauf que quand je pars, j'entends, c'est vraiment hat-trick de Neymar. C'est, Et ils ont gagné, le PSG a gagné la Champions League à ce moment-là, quoi. Genre très content que tu sors. Mais pas très content. C'était, bon, il est pas mort, mais c'est juste en dessous, c'est pas mal. C'est vraiment ça, quoi. Et je retourne dans les coulisses et je vois Jamel, Django et Molive au sol, morts de rire. Ouais. Morts de rire. Et vraiment, parce que eux, ils rigolent, et moi, dans ma tête, et aussi, parce que j'avais dit Jamel, il dit, c'est rigolo, hein, tout ce qui se passe. Sauf que moi, je sais que je vais y retourner en plus. C'est ça qui est pas très agréable. Et donc, Jamel a juste le temps de me dire, mec, je te jure, c'est pas du bizutage. Ça arrive, c'est comme ça, là, ça c'est... Et j'ai dit, c'est pas du bizutage. J'espère juste que je vais pas terminer avec un slip en haut de l'arrêt. Et j'y retourne. Je fais mon truc. À la fin, j'entends quelques rires, tu vois, parce qu'ils sont essoufflés au bout de 8 minutes de cris, tu vois. Et ils sont obligés de m'écouter. Et j'ai 2 rires, et je pars et je rentre. Et ce que je retiens de cette expérience, déjà, c'est pas tous les jours que quelqu'un dans l'histoire se fera insulter par 1000 personnes pendant 8 minutes. C'est quand même notable. Mais est-ce que ça te fait changer d'avis concernant l'envie de faire du stand-up ? Tu doutes ? Est-ce que tu dis, oh non, j'ai plus envie de revivre ça ? Non, et en plus, moi, je sais que le lendemain, je refaisais une première partie au même endroit. Donc c'est encore plus rigolo. Mais, t'es désemparé, hein, t'es dégoûté, t'as envie de... Il faut que je change mon texte, mon accroche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai envie de partir sur le coup, mais tu vois... Et ce qui m'a retenu, et ce qui est même l'essence de tout ce métier, c'est que Meldja me dit, écoute mec, moi j'ai entendu ce que t'as fait pendant les temps morts pulmonaires des gens. Il y a eu plein de trucs marrants. Et moi, ce qui m'a le plus plu et le plus convaincu, c'est que t'as pas lâché l'affaire. T'as pas lâché, t'es revenu et t'as fait ton job. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et c'est l'essence même du stand-up. C'est, si tu lâches pas l'affaire, si tu te bagarres, au bout d'un moment, tu taffes, tu testes, ça marchera.
Oh, merci Tétou. Oh, c'est génial. Normalement. Après, il y a plein de gens qui disent non, c'est pas vrai, moi ça fait 30 ans. Faut être un peu marrant quand même. Faut être quand même un petit peu. Non, mais c'est génial. Et le lendemain, est-ce que ça s'est mieux passé? Ça s'est un peu mieux passé, ouais. C'était toujours aussi difficile. Bah déjà, il est pas arrivé en retard, donc déjà ça m'a sauvé un peu la vie. Et je sais plus ce que j'ai fait. J'ai changé quelques trucs en amorce, et après ça s'est relativement bien passé, ouais. Oh. Donc on est à un moment, en tout cas, peut-être que ça a changé, mais dans le milieu, on était très connus, deux personnes, c'est-à-dire Thomer était le plus connu parce qu'il s'était fait insulter par 2500 personnes, ce qui est quand même un bon... Et moi, après, j'étais celui qui s'était fait insulter par 1000 ou 1500 personnes. Ouais. Voilà, c'est mon petit étendard à moi. Ah, c'est très dur d'ouvrir pour un artiste, une vedette comme ça, c'est très, très, très dur. Oh. Et puis, il y avait quand même ce truc de... Ils voient Ardo se débouler, quoi. Ils sont pas d'accord avec une première partie. Mais ils disent, bon... Tant que c'est un être humain, ça va. Après, ils me voient moi et ils disent non, c'est trop, les gars. C'est sûr, c'est pas notre délire. Non, on veut pas du tout. Et finalement, c'était totalement leur délire. Ouais. Bah après, c'est devenu après avec le passage, le premier passage que j'avais fait dans l'émission, carton. Qui avait très bien marché parce que j'avais trouvé le bon axe, c'est-à-dire que quelque part. Quand tu démarres et que t'es pas connu, t'essayes de te raconter et tu te présentes. Donc moi, je suis allé au plus près de moi. C'est-à-dire que moi, j'habite vraiment dans le 93 depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment ce look-là depuis que j'ai 14-15 ans. Et donc, ça crée des contentieux et tu racontes ce que ça peut créer quand les gens ne connaissent pas forcément. C'est super, c'était un axe super ça intéressant. A bien marché. Ouais, t'es le premier à avoir séduit un public assez ciblé, urbain, de Thiécar et tout. Là, en nouveau, ça me fait... Quand je vois Paul Mirabel, par exemple, en plateau, je pense tout de suite à toi. Ouais, parce qu'il a... Mais il a ce très bon truc de... déjà d'avoir une personnalité assez forte, scénique, d'avoir des très bons textes, et puis de se jouer de ce décalage-là. Et un physique. Un physique particulier, marqué. Marqué. Et du coup, ça donne une force incroyable de débouler sur ton passage et d'ouvrir par Salam les Rouya. T'as gagné derrière, tu vois. T'as un petit blanc avec des lunettes et des cheveux coupe au carré qui fait très, dans l'inconscient collectif, un peu bourge. T'as gagné derrière, t'as des rires. C'est un super... Tu l'écoutes, quoi. Ouais. Et comment t'écris, toi, en ce moment? Un peu comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que... Je sais pas comment tu fais, toi, par exemple, mais dès qu'on a une idée, on la note, quoi. Tu te dis, c'est peut-être un peu marrant. T'essayes de trouver des trucs marrants dans ta tête, tu notes les axes, et puis après, tu testes. Et après, tu discutes. Tu vois... Enfin, j'aime bien confronter l'idée directement au public. Sans trop discuter avec d'autres personnes. Tu le fais d'abord un peu tout seul et ensuite tu peux en discuter. Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai que j'ai un truc un peu solitaire là-dessus. Déjà que c'est un métier où t'es un peu seul de toute manière. Mais de me dire, tu sais quoi, je pense que je vais mieux comprendre tout seul avec des gens qui me disent sans me dire « Ah là, j'ai pas compris » ou « Là, c'est pas très marrant ». Et en fait, là où il y a des moments où tu te dis ça va être marrant et ça l'est pas, ça te fait réfléchir et tu te dis bon, qu'est-ce qui fait que c'est pas été marrant? C'est pas marrant ou j'ai mal amené l'idée ou j'ai pas trouvé les bons mots, tu vois. Ouais. Moi, j'arrive pas à le faire direct. Je suis obligée d'appeler Yacine Bellouz ou Ahmed Sparrow. Ou je dis, voilà, il y a un truc marrant là. C'est gaulerie ou pas? Est-ce que c'est gaulerie? Il me dit, bah oui, c'est gaulerie. Ensuite, j'ai besoin qu'on te valide. Que quelqu'un de marrant me le valide. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est même pas si c'est une collègue, quelqu'un qui est pas dans le qui game. Est pas marrant. Ouais. Non. T'as besoin parce que t'es en insécurité de te dire, c'est marrant pour moi, mais pas pour les autres. Mais est-ce que pour Yacine Bellouz, c'est marrant? Ok, si c'est marrant pour lui, c'est bon, tu vois. Ouais, mais alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je trouve que c'est à double tranchant. Faut pas non plus complètement se conformer à tout ça, dans le sens où ce qui peut être subjectivement très marrant pour quelqu'un, le sera peut-être, ou pas marrant pour quelqu'un, le sera peut-être très marrant pour un public. Oui, tu peux te freiner des fois. C'est pour ça que je trouve que le meilleur crash test, c'est vraiment les gens. Parce que déjà, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la sympathie première de ton pote qui va te dire, je trouve ça marrant, mais sans plus, mais je vais lui dire juste, non, ça va, ça passe. Les gens qui ne te connaissent pas, même quand ils te connaissent un peu, tu vois, ça fait 15 ans, on a peut-être un peu, maintenant on a une image, on est un peu identifié. Ouais. Mais quand tu démarres un passage ou un spectacle, même si les gens te kiffent, moi je pense que tu as un état de grâce de 2 minutes. Si au bout de 2 minutes, tes parents en main et te disaient, tu sais quoi, nique-toi, j'ai payé 30 balles, maintenant faut qu'il se passe des trucs. C'est le seul métier qui, y a pas de... y a pas de, ah là là, t'es tellement sympa, il se passe rien, mais c'est pas grave. Non. Y a pas de je fais semblant de rire, jamais de la vie. Tu vois, c'est ça qui est très honnête. Mais complètement, parce que dans la musique, c'est tellement l'opposé de tout ce qu'on fait dans le stand-up, j'en parlais dans le deuxième, mais en vrai, dans la zik, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les gens, ils veulent entendre des trucs qu'ils auraient entendus 1000 fois. C'est tout ce qu'ils veulent entendre, des chansons, des hits. Nous,
Le hit, une fois qu'il est connu, les gens, ils sont là. Bah ouais, mais je l'ai déjà entendu, ça. Ouais, C'est quoi les nouveaux trucs? Ouais, next. La zik, c'est tellement plus simple, quelque part. C'est-à-dire que quand ça cartonne, tu peux passer ta life à jouer les mêmes 20 chansons. Nous, on peut pas faire 20 fois la chauve-souris. Voir, il te la redemande. Bien sûr. Le hit. Et tu le refais. Et les gens, ils sont encore plus en kiff à chaque fois. Et ils font ça en voiture avant d'aller au concert et réécoutent après aller au concert. Nous, faut tout le temps du neuf. C'est la guerre. C'est épuisant. C'est épuisant le stand-up, pour de vrai. Hein. C'est une malédiction, hein. J'en parle dans le 3e, mais c'est une malédiction toute proportion gardée. Mais c'est dur. Les gens, ils se rendent pas compte à quel point, en plus, on est tout le temps dedans. Et on déconnecte jamais. T'es tout le temps dans tiens, cette fraise tagada, ça pourrait être marrant si je la compare à ce que peut être le sucre à travers. Ah, nique-toi, dors. Tu peux pas dormir, t'es obligé de parler à ton cerveau des fois. Stop. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais en même temps, c'est le meilleur truc du monde aussi, parce que quand t'arrives à transmettre une idée marrante ou un propos aux gens et qu'ils le valident par là, t'as l'impression que t'as gagné, quoi. T'as gagné un truc. Et t'as vraiment gagné. T'as une vraie récompense. Et comme justement, t'es pas derrière un personnage, c'est tout pour toi. C'est même pas... putain, il le joue vraiment très bien, le camé Porte de la Chapelle. C'est juste, putain, il est cool. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est bien, hein, en termes de validation, c'est pas mal. Ah bah oui. Et quand t'es sur scène... j'ai pas l'impression que tu sois traqueux. Est-ce que t'as le trac, t'as des rituels? Moi, je te vois, je t'ai vu toute pendant des années faire des allers-retours avec une bouteille d'eau comme ça à la main, et tu marches. Ouais. Aller-retour. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu te refiles le texte dans la tête ou tu... La plupart du temps... Tu marches beaucoup. Ouais, je suis un marcheur. Yacine, il m'appelait le marcheur en tournée, même dans la chambre d'hôtel, quand on parlait. Je passais mon temps à faire des ronds. Ah bah bon, et bon, on avait la chance de faire des zéniths, donc c'était bien. Mais... on pouvait vraiment faire des bonnes petites pointes. Mais tu continues dans les petites salles et tout, à marcher. Je marche tout le temps. Tu marches. J'aime pas rester assis, en fait, j'ai besoin de mobilité. Parce que justement, je pense que ton cerveau, il est tellement en ébullition qu'à un moment, il dit si on reste sur place, vraiment, il est possible qu'on fasse un AVC. Viens, on bouge. Ouais, on bouge un peu et comme ça, ouais. Et comme ça s'évacue. T'as le trac ? Non, alors, moi, je l'ai vraiment beaucoup. Quand tu démarres un nouveau spectacle et tout, tu l'as. Typiquement, le nouveau, là, le 3e, j'ai eu une période très compliquée dans le moment de le faire parce que je doutais encore plus mais c'est pas qui ça va intéresser, ça sert à rien, c'est marrant que pour 4 personnes ça. Donc tu passes ton temps et puis j'ai une vraie exigence, même pas par rapport à moi, même si elle l'est, mais c'est plus j'ai une espèce d'obsession de ne pas décevoir les gens. Je veux pas que les gens puissent se dire son nouveau là, c'est quand même pas aussi bien que le précédent, ça me rend fou de penser ça. Donc j'ai envie que ça soit bien en fait, j'ai juste envie que les gens ils passent une bonne soirée. Toujours un step au-dessus, toujours. Ouais. Moi j'aime quand les gens me disent j'ai préféré même celui-là à celui d'avant plutôt que d'entendre mon préféré ça reste le 2e mais celui-là est cool quand même, tu vois. Ça c'est le pire, on a envie d'évoluer et de faire mieux à chaque fois, c'est humain. Et donc là vraiment j'ai eu des moments de trac et de doute qui sont vraiment pas cool et les vrais moments comme au début de se dire mais pourquoi je fais ça, En vrai, la poste, c'est bien. Tu gagnes pas beaucoup, mais t'es tranquille. Mais tu rentres chez toi, tu dors. Mais c'est la paix. La poste, la RATP, tout ça. Mais c'est le rêve, t'es sur un rail dans tous les sens du terme. Tout est carré. C'est simple. 9h, 17h, ça tac. Tu vas au ski l'hiver, à la mer l'été, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille de ah là là, j'espère. Tout est carré, t'es heureux, tu profites tes enfants, Puis surtout, après c'est ça qui est marrant aussi, hein. C'est à la fois marrant et à la fois ça rend dingue, c'est que t'as des questions que personne ne peut avoir. Moi des fois, je me rigole tout seul en me disant, premier degré en me disant, mais les bars à chat, ça va vraiment faire rire les gens? Personne se pose cette question. Personne se pose cette question en fait. Mais nous, on se pose des questions qui n'ont aucun sens. Mais c'est intéressant parce que au moins tu t'ennuies jamais quoi. Ouais, tu t'ennuies jamais. Mais des fois t'as envie de t'ennuyer. T'as envie de te dire, ah là là, ça fait déjà 5 heures que je pense à rien du tout. Ce serait bien de commencer à me dire, dis donc, la nature, c'est quand même pas demain qu'elle va redevenir jolie. Et est-ce que c'est important pour toi que les gens que t'aimes viennent te voir? Non. Est-ce que ça t'arrange qu'ils viennent pas te voir plus limite ou est-ce que ta MIFA est venue te voir, tes grands-parents Non, mes grands-parents m'ont jamais vu sur scène. Quand ça a démarré, ils étaient déjà plus là. Ma mère m'a jamais vu, mais c'est pareil, moi j'ai une famille très compliquée, on se voit plus trop avec eux en général, mais ça me dérange pas plus que ça. S'ils viennent, voir effectivement si ça m'arrange s'ils sont pas là non plus. Tu vois, le max que j'ai, c'est vraiment si j'ai des cousins, des trucs comme ça va.
Mais en vrai, je pense qu'on est tous un peu pareils. On n'aime pas trop... parce que, qu'on le veuille ou non, en stand-up, en tout cas, pour la plupart, tu te fous vraiment Putain, à moi, poil, j'aime quoi. pas quand on vient me T'es voir. à poil, tu te et ça confies, me tu dis des gêne trucs de chelous. dire non. Bien sûr. Je dis oui, non, mais vas-y, bah, si tu mais veux je sais venir. pas, j'ai pas trop les dates. Mais c'est écrit partout. Non, Ouais, non, mais... c'est écrit en garde partout. C'est quoi, si tu viens, me le dis pas. Et en vrai, tu sais que parce que tu leur mets des invites en plus à tes proches, donc tu sais quand ils viennent. Tu peux pas oublier que t'as mis des invites. Juste, tu dis, mettez-vous pas à vue, tu vois, mettez pas premier rang, parce que c'est beaucoup. Premier rang, c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Et puis ouais, parce que t'as pas envie de, je sais pas, tu te confies, tu te livres, t'es à poil. Mais pourtant, on les connaît, ces gens-là. Et on les connaît, justement, c'est qu'on les On connaît. les connaît Et très, très bien. je pense qu'il y a un délire de se sentir jugé aussi, un petit peu, de se dire, ah ouais, mais alors là, qu'est-ce qu'il va penser du fait que je dise ça? Et des fois même, moi je parle, typiquement, tu vois, dans mon deuxième spectacle, je pense que ma mère a jamais vu mes spectacles, mais je parle... Jamais. Est-ce qu'elle est venue, ta mère, au Jamel Comedy Club? Non, ma demi-sœur était venue. Mais Tu vois, c'est incroyable. Mais Et est-ce que c'est culturel? T'es d'origine italienne, mais ouais. des deux italienne parents et père grec, de ce qu'on m'a dit et pour père mon grec, père. En tout voilà. Mais est-ce qu'il y a une pudeur ou non, c'est comme ça? Je sais pas. Je pense qu'on a de la pudeur aussi. Je pense que, en fait, on est tellement justement à se foutre à poil, à tout livrer sur scène, que dans la vie, on est tout le contraire. On est hyper pudique. Moi, je me rends compte, même dans mes relations, dans ce que j'ai pu vivre. On me dit souvent, mais c'est fou comme t'es pas... oui, on n'est pas volubile derrière. Alors qu'on est sur scène, Ouais. c'est fou la Mais différence. parce qu'on, malheureusement, quelque part, je pense que tu balances tout sur scène et qu'après, du coup, t'as envie qu'on te laisse un peu tranquille, quoi. Et puis surtout, t'as pas envie de... T'es tellement le centre sur scène que t'as pas envie d'être... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie d'être le centre dans la vie, quoi. C'est bon. Et alors, ça, c'est la famille qui vient, bon, ça, on est un peu... voilà, avec ça. Et une go, par exemple, qui vient te voir, est-ce que ça, c'est différent? Une petite amie, par exemple. Une go. Ça dépend quand. C'est-à-dire que si c'est Quand du tu brilles, test, c'est bien. voilà. Quand tu- Si c'est du mieux. test, si c'est le début, tu dis tu sais quoi, viens une autre fois quand ça sera un peu plus. Ouais. Parce que voilà, t'as jamais envie de te montrer non plus. Des fois, tu testes, tu bides, hein, donc c'est jamais très agréable de se dire bon là, il y a une meuf qui vient me voir. Elle doit se dire, dis donc, apparemment, il est pas marrant pour 50 personnes, c'était pas très bien. T'as envie de dire, bon, t'espères que ça va bien se passer, quoi. Donc, quand c'est un peu du sûr, oui, t'es plus tranquille, mais sinon, t'as pas, enfin, moi, c'est pareil, hein, là-dessus, je pense que c'est pareil pour tout le monde, t'as pas trop envie que tes proches, ils voient des trucs, quoi. C'est un peu... Alors que tout le monde entier voit le truc et c'est une billetterie ouverte, nous, on va freiner les gens qui nous aiment. Ça veut dire qu'en gros, si on ne propose pas à quelqu'un, c'est qu'on t'aime beaucoup. Je pense. C'est qu'on t'aime tellement. Et je pense qu'aussi, peut-être inconsciemment, t'as envie qu'on t'apprécie pour autre chose que l'image que t'as pu projeter. Parce que ça veut dire, peut-être que tu m'aimes pour ce que je suis à côté et pas juste pour la personne sur scène, la personne qui attire les regards et tout. Là, il y a quelque chose de protection. Un truc on veut préserver une petite... on veut pas mélanger le game et les gens qu'on aime. De toute façon, tout le monde le fait, ça. C'est très rare qu'on mette tout dans la même bulle. Hein. Le game, c'est le game, et derrière, le game pour les gens. Et le game, c'est... On comprend le quand on dit le stand-up, stand-up, je pense, quoi. C'est chacun son game. C'est quoi. un game. Le game de la boulangerie, le game de... Toi, il y a des games, chacun son game. Le game des poissons, voilà, il y a des games, quoi. Nous, on est le game des blagues. Ouais, et je te vois pas beaucoup en club. Là, non. Pourquoi? Je te vois un peu. De temps en temps, ouais. De temps en temps, peut-être au Barbès. Au Barbès, la première fois. La première fois. One More de temps en temps. C'est le plateau d'Yacine Bellous. Ouais. Le One More, c'est un plateau de Certes Mathurin. Ouais, je l'adore. Par Certes. Qu'on invite Certes Mathurin. Ouais, super. Très marrant et très cool en plus. Mais c'est vrai que... Des plateaux quotidiens. Ouais, alors c'est... Peut-être c'est un mauvais réflexe, mais de tester pendant le spectacle, pendant que je joue. Mais alors après, c'est vrai que j'en avais discuté une fois avec Seb, Mélia, et il me disait, ouais, mais c'est vrai que là, les gens, ils sont déjà un peu acquis, donc quand tu testes, peut-être que t'as déjà une sympathie qui fait qu'ils vont trouver ça plus marrant que ce que c'est. Peut-être, mais c'est vrai que je devrais faire plus de plateaux, mais des fois... Est-ce que c'est... l'envie, la flemme, être avec des gens que tu connais pas forcément. Il y a de ça est-ce aussi. que tout se mélange? Ouais, tout se mélange. Il y a un vrai truc de tout se mélange. C'est vrai que en plus, nous, on a été mal habitués. Hein. On a. Et Jamel nous le répétait tout le temps. Ouais. Qu'on a été mal habitués. Et on se rendait pas compte. Vous allez être mal habitués. Ah non, mais c'est sûr. Vous êtes dans de la soie. C'est vrai. Attention. C'est vrai, peut-être que vous allez faire les salles qu'on est en train de faire. Peut-être que plus jamais de la vie vous allez les refaire. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a ça aussi, mais moi je l'ai aussi ressenti par rapport au fait qu'on était une troupe et qu'on se connaissait tous et qu'il y avait une bonne entente générale et que du coup c'était cool. Même quand on jouait, on testait, on s'en foutait un peu. On bidait, on rigolait. Là c'est pas pareil parce que malheureusement c'est des trucs encore de blessures d'ego, de te dire si ça plante devant d'autres personnes qui me connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont penser? En vrai, faut s'en foutre en plus. Hein. Mais il y a aussi le fait de... Mais c'est honnête que tu dis ça. Ouais. C'est super honnête. Ah ouais, mais c'est vrai, parce que je pense qu'effectivement, on est tous un petit peu là-dedans. C'est jamais agréable de bider auprès de qui que ce soit, de toute manière. Même si on devrait s'en foutre, il y a toujours un petit truc de... ça fait partie du processus, malheureusement, quoi. Le bid fait aussi partie du process. C'est pas la partie la plus agréable, mais ça fait partie du jeu. Et puis, c'est vrai qu'il y a un truc aussi en termes de quand je te disais mal habitué, c'est quand tu connais des gens et que là, t'arrives, tu connais personne, et qu'il y a quand même dans les plateaux ce côté un peu mercenaire de tu joues, tu te barres. C'est pas très agréable. Moi, j'aime bien le côté on joue, après on discute, on rigole, et c'est pour ça que dans certains plateaux, on le fait. Ouais. Et on discute et on prolonge, le moment. Exactement. C'est un vrai moment. C'est pas. Et aujourd'hui, c'est devenu on joue, on se barre. Ouais, c'est beaucoup on joue, on se barre. Et c'est normal parce qu'il y a plein de clubs, ils en font 4-5 d'affilée. Il y en a, ils enchaînent et tout. C'est le taf. Mais c'est vrai que tu vois, étrangement, par contre, le fait de faire première fois, je préfère, alors que c'est le pire de tout. Et le meilleur. C'est-à-dire que le public est hyper bienveillant parce que Yacine a réussi à créer une espèce de bulle et d'explication de c'est du matériel jamais testé pendant 7 minutes. Les gars, c'est dur. Donc, soyez cool. Commencez pas à faire les gens qui se braquent. Mais il y a aussi le fait de prendre des trucs que t'as jamais joué. Et typiquement, la dernière qu'on avait faite, tu joues, tu n'as jamais fait 7 minutes. Tu te jettes dans le vide sans parachute et t'espères qu'il va y avoir un trampoline au bout, mais t'es pas sûr. T'es jamais sûr. Eh ben, je préfère ça. C'était trop bien. C'était bien. Hein. C'était bien parce que c'était justement beaucoup de gens de la troupe originelle. La première. Et c'était 15-16 ans après. Et on a retrouvé nos marques dans les coulisses. On était là, on était en panique. Les mêmes vannes, les mêmes il trucs. Il a failli crever. Comme d'habitude. Diawara, qui est la personne la plus traqueuse au monde, je pense. Qui, du coup, là, se retrouve déjà à traquer Noom quand il a dû jouer 250 fois. Mm-hmm. Donc là, il doit faire du jamais joué de sa vie. Oui, il peut avoir son cœur, il peut s'arrêter. Des fois, moi, j'ai peur. Hein. Mais moi, je pense que c'est un cyborg, pour moi, Noom. Sinon, il serait mort depuis très, très longtemps. Il y avait une date en tournée à l'époque, où Jamel arrivait en retard, et ça a été à Noom de faire la première partie. Mais c'était dans les bonus du DVD, je crois. C'était incroyable. Il tenait le mur. Il était par terre, il tournait, j'ai mal au ventre et tout. Et moi, à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi tu fais ce métier? Tu vas mourir bêtement. La vie, c'est quand même agréable. On sait pas si on va se réincarner, tu vois. Là, c'est sûr, toi, dans 5 piges, t'es nécrosé. T'es mort. Et écoute, tu vois, comme quoi l'amour du stand-up, ça continue de... il fera un cancer, comme nous tous. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Oh my God. Et le souvenir d'un moment de grâce. Le moment de grâce, je te l'ai dit par rapport à Bruxelles, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme moment de grâce totale? Sur les spectacles solo. Oui, solo, ça c'est... Ouais, il y a eu des moments, ça arrive, hein, où tu joues, tu rentres. En fait, déjà, moi, mais je pense qu'on est plein de gens, hein, tu sais quasiment presque en écoutant les gens parler avant que tu démarres, comment peut se passer la soirée. Tu vois, en termes de volume, en termes d'excitation, t'entends juste des tout petits murmures, tu te dis, je sais pas si ça va être explosif. Et des fois, tu te trompes, hein, heureusement. Tu te fais pas tester. Mais par contre, pour de vrai, en général, au bout de la première minute, en tout cas, t'as des repères de, ok, si ça rit à ça bizarre, il y a d'autres trucs derrière, ça va peut-être pas prendre comme d'habitude. Ou, au contraire, si les 2-3 premières minutes, quand t'as un truc absurde, un truc chelou, un truc trash, et que tout passe, tu te dis, bon là, on va voler. Et ça arrive des fois où, pendant 1:15, ils comprennent tout. Et des fois, ça, c'est pour moi les trucs les plus agréables. Quand tu fais des moments de jeu, et que des fois, tu parles même pas, mais que t'incarnes un perso dans une situation, et que ça rit, et que tu peux les tenir, juste en faisant des micro-mouvements d'œil, tu te dis, voilà, t'as vraiment l'impression d'être une sorte de dieu, quoi. C'est trop étrange. Tu dis rien, tu fais rien. Wow. Tu bouges un tout petit peu le sourcil, ça rigole. Tu dis, je les tiens tellement là. Et cette sensation de tenir le public, elle est, agressive en termes d'addiction. Elle est incroyable. Quand t'as touché à ça, parce que c'est de la cam, hein, on l'a tous dit ça, mais c'est vrai. Hein, quand t'as touché à, ça rit fort, ça comprend, ça applaudit, et ils te valident quelque part dans tes propos. Ils captent tout. Incroyable. Ils comprennent tout, même quand c'est absurde, les trucs un petit peu fins et tout. Ça rigole même presque plus que le reste. Tu te dis, waouh, mais venez, on habite ensemble. Je vous loue tous les soirs. Ça va me coûter cher, tu vois, mais bon,
Ça fait aussi Ouais, partie. venez, Je vous on loue, vit vous venez ensemble, tout le ouais. temps. Et on est bien tout le temps. Et les gens qui comprennent pas, vous les Ouais. attraperez avec nous. Et il y a un truc qui se passe en ce moment, il y a une mode où il y a beaucoup d'humoristes qui parlent au public, ils en font des vidéos, Ouais. ils le font très bien. D'ailleurs, celui qui le fait le mieux, c'est Mustapha El Atrassi. Vraiment, il a une vraie cible. Il y a Redouane Bougueraba Bougueraba, ouais. qui le fait et Pierre tout. Thévenoud commence à en faire Pierre aussi, j'ai l'impression qu'il Thévenoud, poste. il y en a plein qui commencent à capter ces moments-là. Ouais. Avant, on les captait pas, ils les captent, ils les mettent sur les réseaux. Est-ce que toi, t'interagis avec le public? Est-ce que c'est un exercice qui te plaît, qui est Alors, plaisant ou... moi, je le fais sur certains passages, mais c'est un peu plus particulier dans le sens où je l'ai fait au début, le passage présentation, vous faites quoi, vous êtes qui et tout. Après, ça m'a un peu passé parce que je trouve que c'est des rires qui sont pas forcément nécessaires. C'est des rires de détente. C'est cool, tu vois. On détend un peu la salle, c'est sympa. Mais en vrai, c'est quelque chose qui marcherait plus pour une chauffe, ouais, un MC pour moi, qui chauffe. Pour moi, c'est de la chauffe. C'est un peu de la chauffe. Et je vois aucun mal à ça. Et d'ailleurs, ceux qui le font très bien. Il y a aucun souci. Mais en vrai, j'ai déjà tellement de trucs à dire que des fois, tu te dis, c'est quoi, je préfère pas dire ah ouais, t'es garagiste, bah dis donc, vu tes jantes, plutôt aller dans le matériel. Je préfère ça, quoi. Mais je me rends compte que effectivement, maintenant, il y a des gens qui font de l'impro de ce type-là et qui s'en servent comme outil promotionnel. C'est-à-dire que ça se partage énormément sur les réseaux, ça marche très bien, les gens adorent l'impro, et c'est vrai que la plupart du temps, en plus, souvent, quand t'as une impro sur le moment en spectacle qui cartonne, elle va faire plus de bruit que ton matériel parce que les gens sont surpris, parce que t'inventes sur le moment, et c'est plus fort pour les gens presque. En fait, ils ont l'impression que c'est un tour de magie. Exactement. Et je vais te dire plus d'Edo, moi qui fais beaucoup de clubs et je vois beaucoup de spectacles avec Dinguerie Room et tout, il y a un step au-dessus qui est passé, il y a certains humoristes, c'est devenu leur matériel. Bien sûr, comme Kyron par exemple. Tu vois, c'est devenu leur... Ils peuvent te faire un bon 20 minutes, une demi-heure que de ça. Que de ça. Et c'est vrai que ça marche super bien sur les gens et tout. Mais pour mon cas personnel, moi, ce que je fais en spectacle, c'est que j'ai des thèmes, par exemple, et je pose des questions ouvertes aux gens. Et je leur demande ce qu'ils en pensent par rapport à des trucs. Mais c'est pas juste... qu'est-ce que tu fais dans la vie, et je rebondis c'est vraiment par rapport à une thématique que moi j'impose, et à partir de là on interagit et on discute et on crée du matériel sur scène, ce qui est légèrement différent, je trouve. Mais par contre, quand tu fais de l'impro ouverte entre guillemets sur ça et que tu mets ça en avant, c'est hyper partagé parce que les gens sont là, waouh, il est fort, c'est marrant et tout, et c'est vrai que c'est marrant. Mais c'est vrai que je trouve que ça peut quelque part donner une image un peu faussée de ce qu'est le stand-up. Oui, ça peut. Et alors, il y a même un truc, j'ai une nana que je connais dans un théâtre qui s'occupe des réservations. Elle me disait qu'on l'appelait même... Il y a genre un groupe de copines qui va dire « Ouais, j'aimerais être placée au premier rang, s'il vous plaît, nous sommes 4. » Pour se faire roaster. Pour se faire roaster, et parce que c'est le spectacle, c'est comme si elles allaient à la foire du trône, tu vois. Ouais. Genre, on veut être devant, alors qu'avant, personne voulait. On va être devant, comme ça, notre copine va se faire charrier, on va pouvoir filmer, on va en parler après au restaurant, on va gauderie. C'est tout un processus. Il y a des demandes, quoi. C'est ouf. Hein. C'est vrai. Mais il y a des gens qui vraiment, maintenant, commencent à vouloir effectivement se faire rentrer un peu dedans et tout. Et pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas le but non plus. Parce qu'il y a plein de gens, justement, des fois, quand tu discutes avec eux, qui disent « Ah ouais, mais le stand-up, c'est voilà, vous vannez les gens et vous faites de l'impro. » Tu te dis « Vraiment pas du tout, quoi. » C'est vraiment, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est écrit, c'est réfléchi, c'est pesé, c'est sous-pesé, c'est un point de vue, c'est travaillé. Et par contre, le but en soi, et qui arrive régulièrement, et qui est le plus agréable, c'est quand des gens viennent te voir après un spectacle et disent « Mais du coup, c'est tout improvisé ou… C'est donner l'illusion que c'est improvisé. Si tu donnes l'illusion que t'as tout inventé sur le moment, c'est que normalement t'as bien bossé, quoi. C'est que t'es fort. C'est que normalement ça va. Et c'est ça qu'il faut réussir, de mon point de vue, à amener. C'est de se dire, putain, le gars, c'est incroyable quand même, parce que il a une idée, après il en parle pendant 5 minutes sur le moment et tout, et tu dis, en vrai, non, je l'ai quand même un peu réfléchi, cette histoire. Et est-ce que tu fais des dingueries en amour? Ah, j'en ai une en... J'en ai une en particulier, d'autant plus pour moi. Tournée, comment te dire? On va dire que tu plais. Oui. Faut pas mentir aux jeunes. Hein. Le gars a eu des go. Avec un grand G. Oui. J'ai eu quelques partenaires. C'est vraiment une dinguerie pour moi. Je pense que pour des gens... Mais pour moi, j'ai quand même fait pour moi ce qui est la plus grosse dinguerie, certainement. J'ai payé des places de concert et accompagné cette personne pour aller voir Britney Spears.
Moi, en tant que moi-même. Je pense que c'est une certaine dinguerie. C'est une sacrée dinguerie. C'est une sacrée dinguerie. Donc, et t'y allais. Et j'y suis allé. La fille était fan. Elle est fan de ce qu'elle veut. De ce qu'elle veut. Il n'y a pas de problème. De Britney Spears. Et en vrai, le spectacle était plutôt cool et c'était bien mis en scène. Ouais. Mais je t'avoue que j'avais souvent la tête baissée en me disant, j'espère quand même pas me reconnaître un tout petit peu. Un tout petit peu. Tu sais quoi? Moi, ce qui compte, c'est que je lui fasse plaisir. Mais viens, après, on me prend pas en photo au concert de Britney Spears. C'est trop mignon. Mais je sais que t'es très généreux, que tu fais plaisir aux filles et tout. Je le sais bien. Et est-ce que toi, t'aimes... Ouais, parce que ça, en revanche, j'ai pas vu. Mais est-ce que toi, t'aimes bien les surprises? T'aimes bien les surprises, les cadeaux, tout ça, ou pas trop Moyen neutre. Bah, quand quelqu'un veut te faire plaisir, tu vas pas être contre non plus. Mais c'est vrai que... Mais on est tous un peu comme ça, j'ai l'impression. Ouais. Hein. On n'aime pas trop. On est un peu mal à l'aise. Parce que tu sais pas comment. Enfin, si tu sais pas comment réagir, t'espères toujours de te dire j'espère que je vais réagir de la bonne manière et qu'il va pas se dire dis donc, pour cette surprise, tu réagis pas beaucoup. Tu dis ouais, mais moi j'avais pas prévu vraiment cette girafe dans mon salon quoi. Mais écoute, ça me touche. Je vais juste devoir déménager et acheter beaucoup de foin, mais pourquoi pas. Ouais. Donc il y a toujours un peu. Je sais pas. Ouais. Tu préfères toi faire plaisir qu'on te fasse plaisir peut-être. Que, tu contrôles au moins. Tu sais que t'espères juste que ça va lui plaire, mais après il y a pas tout le processus de si tu te retrouves dans un moment de... Tu sais, des fois, peut-être tu rentres chez toi, t'es mort, et d'un coup, t'es là, surprise pour dans ta tête, t'es là, mais moi, je voulais juste regarder un film et manger chinois. Laissez-moi. Et là, tu sais que pendant 5 heures, tu dois sourire et faire, c'est tellement génial. Ouais. Je t'avais pas vu depuis aussi longtemps, toi. Et dans ta tête, t'es là, tu dis, pour de très bonnes raisons, mais c'est pas grave. Tu vois, il y a plein de facteurs où tu te dis, je sais pas. Mais en vrai, ça va, quoi. Je vais pas non plus je tiens à préciser quand même que Dedo est venu avec un bouquet de roses sublime ici. Voilà, que je vais m'empresser d'Instagrammer, mais bien comme il faut, parce qu'elles sont magnifiques. Merci Dedo. Avec plaisir. Mais je sais que moi, j'écoute souvent l'émission, et je sais que vous faites des cadeaux, et j'étais là. Mais jamais personne amène un petit truc à Amel, vous savez maintenant. C'est toi. Il y a eu. C'est qui l'autre? Et Kian Kojandi, qui m'a offert un carnet de notes. Il m'a dit, ça, c'est pour écrire tes blagues. Donc, c'est cool. Potentiellement, ça peut être une maison, en fait. Parce que si tes blagues, tu vois, si ton spectacle, je t'offre une maison avec une piscine, en fait. C'est une belle attention et tout. Après, Kian, il est millionnaire, donc c'est moins fort. Voilà. C'est moins fort, quand même. Alors, écoute. Tiens. Oh là là, c'est le moment de la gêne. Alors, qu'est-ce qu'il faut ouvrir en premier ou pas? Tu ouvres celui que tu veux en premier, tu l'arraches et tu nous dis un peu ce que tu vois. C'est, je pense, un cadre. Et absolument, c'est un cadre. C'est bien parce que je l'ai du mauvais côté au départ. Du coup, t'es là, tu peux dire, dis donc, l'armature est sacrément travaillée. Hein. Non, c'est bien. Attention. Oh là là! Tu vois un peu de quoi il s'agit? Alors, je pense que c'est justement une photo de l'époque du Milan AC. Absolument. Du club 1907. Oh là là, c'est 1907. Magnifique. Oui, alors pour les gens, vous ne le savez certainement pas parce que j'en parle peu ou pas. Oui, mais c'est parce que pour moi c'est évident. Ouais, c'est mais clair. Personne ne sait. Je suis assez dingue de sport et tout particulièrement de football. Et encore plus particulièrement du club du Milan AC que j'ai découvert tout petit via ma famille en Italie. Et en tournée, dès qu'il y avait le foot, Dedo, il était devant, il regardait. C'est marrant parce que souvent on me dit ça. Et c'est vrai que ça va pas avec ton... Oui, alors c'est l'inconscient collectif qui fait ça. Parce qu'il y a quand même un côté, lui avec les cheveux noirs, tout en noir, musique noire... pourquoi d'un coup mais bouge toi, défends mieux que ça n'a pas de sens. Mais si, ça a du sens. Ça a du sens parce que je pense que le stand-up est de la même manière le foot pour moi c'est juste un truc de passion, donc quand t'es passionné tu le vis à 200%, et c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui me découvrent à travers le foot, je deviens une autre personne. Je suis très j'explose beaucoup plus, ça me tient énormément à cœur. C'est une super attention, c'est mortel. Je suis contente que ça te plaise. Je vais mettre ça chez moi, c'est magnifique. Trop beau. Magnifique. Tu peux ouvrir le deuxième. Allez. Normalement, ça va te plaire, normalement. Oh, ça tue! Alors, c'est une bio de David Lynch, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui est un de mes réalisateurs et artistes préférés aussi. Et c'est des mémoires. C'est génial. Accompagnées de photos. En plus, c'est un livre monument apparemment qui offre vraiment toute sa vie, quoi, toute sa vie. D'un incroyable. En plus, tu tombes pile parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me mets à relire un peu. J'ai lu le dernier Mini-Automne et je suis en train de lire la bio de John Waters, qui est un réalisateur aussi un artiste assez culte.
Et Lynch fait partie effectivement de ce que je préfère. Les réalisateurs que tu aimes, Ouais. de l'univers que tu aimes. De l'univers du surréalisme et de l'étrange, qui sont deux trucs que j'affectionne tout particulièrement dans le 7e art. Et du coup, je suis très content de pouvoir lire ça, parce qu'en plus, Lynch, les gens le connaissent peut-être par Elephant Man, par exemple, ou Sailor et Lula. Mais à la base, c'est un mec qui a fait l'école des Beaux-Arts, qui est très bizarre dans ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est le genre de mec à collectionner les chewing-gums et les mouches, par exemple. Tu vois, je le savais pas. Ce qui est particulier, tu vois. Et là, ce qui est super, c'est que tu vas voir des interviews, des témoignages de sa famille, des acteurs avec qui il a travaillé, de ses agents, des musiciens avec qui il a travaillé. C'est une dinguerie. Et il fait de la musique aussi, David Lynch. Et de la musique, ouais. Merci beaucoup pour ces cadeaux, je suis très content des deux. Ça me fait plaisir que tu kiffes, c'est trop bien. On sent que les gens ont bien fouillé dans mon appart. Eh oui. C'est Clément, ça. C'est génial. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Tu sais, je sais même pas qu'est-ce que je peux te souhaiter. J'ai été témoin de tout. Je sais, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu le fais. T'as fait les chaussettes, t'as fait t'as écrit des BD, t'es en tournée. Dès que tu veux un truc, t'es en tournée avec Princesse Leia, c'est-à-dire la musique, le stand-up. T'as une envie, tu le fais. Donc, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? La même chose. Ça continue. Les gens se rendaient pas compte, mais à chaque fois que tu disais un projet, je touchais du bois de partout en me disant, vas-y, le Ramsès frénétique, le fameux, qu'on connaît bien. Écoute, que ça continue, que je puisse continuer de concrétiser des envies quand j'en ai et des projets quand on m'en propose. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire des trucs très différents en 15 piges, que ce soit donc les princesses avec de la musique dans le projet, l'histoire racontée par des chaussettes avec Yacine qui prend de plus en plus d'ampleur et qu'on espère amener encore un step plus haut. Et que ça continue. Moi, encore une fois, je tends et j'espère que je pourrai faire du stand-up jusqu'à ce que j'en crève. Donc c'est beau ce que tu dis. C'est parce que c'est vrai, c'est vrai, et qu'il y ait des gens juste parce que ça continue comme ça. En fait, j'ai jamais eu cette envie de. Il y a des gens qui parlent en termes de jauge dans le game, qui sont là, moi je veux faire des zéniths, je veux faire des Olympias, je veux faire des machins. Moi, j'en suis à un stade où j'arrive à faire des salles en tournée qui peuvent être entre 300, 500, 600. Et je trouve que déjà c'est un luxe incroyable qu'il y ait des gens qui viennent te voir régulièrement et qui soient présents à l'appel tout le temps. Encore une fois, après, je reste quelqu'un d'ambitieux. Si ça doit grossir, ça grossira. Mais ce n'est absolument pas quelque chose de nécessaire à mon épanouissement. Oui, et puis depuis toujours, même il y a 15 ans. Je te voyais avec vous, c'est l'amusement, ça y est. Il n'y a pas de stratégie. Non, il devrait y en avoir un peu plus des fois. Des fois, on se dit, si on n'avait pas un peu plus, on serait peut-être à justement. Mais c'est dans le bus, la guitare. C'est vraiment déjà. Il y a un côté éternel étudiant. Ouais, je pense. Ouais. Il y a un truc de garder cette innocence-là, consciemment ou inconsciemment, je sais pas, mais de garder cette fraîcheur en tout cas, parce que j'en ai vu aussi, et t'en as vu aussi, sans les nommer, qui commençaient à être lassés. Qui commençait à sentir une espèce de tu sais, là maintenant, ça fait longtemps, je crois que je préfère faire du ciné ou être tranquille avec mes proches, ma famille, mes machins. Et moi, à chaque fois que j'entendais ça, je me disais, écoute, tant que t'es épanoui, c'est bon. Moi, j'espère que je dirai jamais ça. J'espère que je dirai jamais, tu sais quoi, là, j'en ai un peu marre et tout. J'espère que j'aurai toujours cette envie de me dire, viens, je continue de faire rire, de faire réfléchir potentiellement un peu le public et de continuer à m'amuser, moi. Le but, c'est que je continue à m'amuser. C'est vraiment, je veux me marrer. Par contre, si vous me proposez des trucs qui me font marrer, je vais les accepter aussi avec plaisir. Des fois, on a envie de. Au début, je voulais vraiment être assez seul, et là, je me rends compte que maintenant, j'aime bien collaborer sur des projets aussi. Tu vois, donc là-dessus, on évolue et tout. Et ouais, peut-être concrétiser d'autres envies un jour. Je me suis toujours dit peut-être que je réaliserai un jour, mais j'ai tellement de respect pour cette profession-là que pour l'instant, je reste encore un peu en retrait. On commence à me parler de trucs et ça me titille, mais je sais pas. En tout cas. Continuer de faire des projets, d'avoir toujours cette envie et qu'on me propose des trucs originaux qui me plaisent. J'espère que ça durera tout le temps. C'est tout ce que je te souhaite. J'espère. Merci d'être venu. Merci à toi, Amel. C'était très cool comme d'habitude. J'ai kiffé. Ça me fait plaisir. Et merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Dedo. Oui, à plus tard. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.